Donc évidemment, la réponse à la question, c'est non. Et donc, la question, peut-on critiquer Israël? Non, bien sûr, sans être taxé d'antisémitisme. Mais moi, je voudrais aller plus loin. Pourquoi sommes-nous pro-israéliens? Et par nous, je veux dire les hommes politiques, les intellectuels, les journalistes, etc., belges, français, européens, occidentaux, particulièrement américains. Pourquoi le sommes-nous? Et quand je dis nous, je veux encore dire nous qui ne sommes ni juifs ni musulmans, qui sont l'immense majorité des gens dans ces populations-là, qui ne sont pas, si vous voulez, émotionnellement liés à ce conflit, comme le sont, pour des raisons évidentes, d'une part et de l'autre, les juifs et les musulmans. Et n'étant ni l'un ni l'autre, bon, c'est comme ça, j'ai dit un jour à un copain juif que j'étais pas juif, il m'a dit personne n'est parfait, bon, je suppose que les musulmans pensent la même chose, mais en attendant, on est la majorité. Alors la question c'est pourquoi est-ce que nous sommes, comme on le voit avec Obama, le discours en Israël par exemple, moi je trouvais que c'était vraiment la baisse, si vous avez eu l'occasion de lire, il s'est complètement agenouillé devant Netanyahou, etc., etc. Le New York Times a fait un éditorial disant que c'était le discours le plus critique tenu aux Israéliens qui ait jamais été tenu. Donc non seulement on doit avoir cette carpette qui s'agenouille devant les Israéliens, mais on doit avoir l'humiliation supplémentaire d'entendre dire que c'est le discours le plus radical qu'on peut entendre contre les Israéliens. Donc je veux dire, pourquoi est-ce que nous acceptons cela? D'accord? Et je voudrais poser la question du nous collectif, d'accord? Et savoir qu'est-ce qui fait que, par exemple, prenons les États-Unis, mais la situation est essentiellement la même en Europe, sauf que l'Europe est plus hypocrite, moins puissante, etc. Si les Israéliens sont si arrogants, s'ils refusent toute discussion, qu'ils refusent d'abandonner la colonisation, etc., c'est parce qu'ils ont le soutien d'Occident, et particulièrement des États-Unis. Ils ont 3 milliards, on dit, tu parlais, je ne sais pas, 50 millions de dollars par an, mais ils ont 3 milliards de versés chaque année par les États-Unis à Israël. Comme, ce n'est que les packs, mais enfin, comme retour sur investissement, c'est pas mal. Vous achetez le Congrès avec 50 millions de dollars, vous recevez 3 milliards en échange, c'est pas mal. Donc, la question c'est pourquoi? Alors, il y a deux réponses à cela traditionnellement. L'une qui a été soutenue pendant très longtemps dans le mouvement pro-palestinien, surtout dans la gauche et surtout par les gens qui sont de tendance marxiste, c'est que les États-Unis utilisent Israël comme pion avancé au Moyen-Orient pour avancer leurs intérêts géostratégiques et leurs intérêts économiques, etc. C'est le gendarme au Moyen-Orient, etc. Et l'autre thèse, qui en fait est défendue aussi par beaucoup de gens, surtout au Moyen-Orient, mais qui est arrivé aux États-Unis avec le livre de Mershamer et Walt, qui est en vente à l'extérieur sur la politique, sur le lobby pro-israélien, comme ils disent, c'est la thèse du lobby, c'est-à-dire que en fait, les classes dirigeantes américaines n'ont pas du tout intérêt, ou les pétroliers, etc., n'ont aucun intérêt à soutenir Israël, mais ils le font parce qu'ils ont peur. Et ils le font parce que, d'une part, le Congrès est acheté, et que après, ça fonctionne à l'intimidation, à la peur, etc. Alors, ceux qui défendent la première thèse, ils devraient me dire quand est-ce qu'Israël a fait quoi que ce soit pour les États-Unis. Moi, je prétends qu'ils n'ont jamais évidemment ramené une goutte de pétrole. Quand est-ce qu'ils ont fait quoi que ce soit militairement pour les États-Unis? Ça, je prétends qu'il n'y a jamais de cas où ils ont réellement rendu. Ils ont fait des choses qui peut-être arrangeaient les États-Unis indirectement, mais ils l'ont fait sur leur propre agenda. Ça, c'est la chose importante. Quand il y a eu la guerre en 91, la première guerre du Golfe, l'Irak a envoyé des scuds sur Israël et Israël voulait riposter. Et les Américains ont dit non, ne vous ripostez pas, on va le faire pour vous. Dites-nous ce que vous voulez bombarder, on va bombarder à votre place. Alors qu'est-ce que c'est pour un allié qu'il faut supplier de ne pas intervenir dans une guerre que l'on mène, de ne pas intervenir de son côté parce que ça ferait s'effondrer toute la coalition arabe et tout s'effondrerait dès qu'Israël est lié aux États-Unis. Donc en fait, ce que les États-Unis font, c'est jongler avec d'une part une espèce d'alliance avec certaines pétromonarchies arabes, etc., pour faire couler le pétrole vers nous, et d'autre part, soutenir Israël parce que l'influence du lobby au Congrès est telle que c'est impossible. Et je pourrais pas vous faire toute une conférence là-dessus, mais Reagan, Bush père, même Bush fils, Clinton, Carter, tous, Nixon, tous ont eu des plans pour revenir aux frontières de 67, tous ont voulu pousser à une solution à 2 États. Et Yuri Avneri, qui est un partisan de la solution à 2 États, qui est un Israélien, dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais chaque fois, le lobby est intervenu, le Congrès intervient, etc. Et vous pouvez donner des tas d'exemples où vous trouvez devant une masse de gens. Alors je vais vous donner juste un petit témoignage de James Abouresque, qui était un type d'origine libanaise, je crois, qui a été sénateur et congressiste aux États-Unis. Et il dit ceci, il écrit ceci: mon expérience me permet de vous dire que le soutien dont Israël jouit, en tout cas au Congrès,
est entièrement due à une peur politique, la peur de perdre les élections, qui habite quiconque ne voudrait pas que la volonté d'Israël soit faite. Je peux aussi vous dire que les membres du Congrès, tout au moins durant la période où j'y étais, qui en pincent sincèrement pour Israël ou pour son lobby, se comptent sur les doigts d'une seule main. Ce que les parlementaires ressentent au plus profond d'eux-mêmes vis-à-vis d'Israël et de son lobby, c'est un insondable mépris. Mais ce mépris est étouffé par leur peur que leur véritable sentiment ne soit percé au jour. Si vous saviez, j'ai surpris tellement de conversations de vestiaire dans lesquelles des sénateurs exprimaient sans phare l'amertume que leur cause le fait d'être menée par le bout du nez par ce lobby. En privé, on peut entendre le dégoût que leur inspire Israël et les manœuvres tacticiennes de son lobby, mais aucun sénateur ne prendra jamais le risque de se mettre ce lobby sur le dos en rendant public ce qu'il pense réellement. Ainsi, je ne peux imaginer, écoutez bien, qu'il y ait de la part des membres du Congrès une quelconque volonté de promouvoir un quelconque rêve impérialiste états-unien en se servant d'Israël comme pitbull. Les seules exceptions, ce sont les sentiments des membres juifs du Congrès, lesquels sont à mon avis sincères, dans les efforts qu'ils déploient afin que l'argent des États-Unis continue à se déverser en flot à Israël. Mais c'est une petite minorité, bien incapable de décider de la politique impériale des États-Unis, c'est-à-dire sans le lobby. Alors il dit que quand cette opposition se réduirait à une seule voix, l'opposition au lobby, elle est attaquée, je le sais, cela m'est arrivé. Pourquoi? Eh bien parce que si le Congrès est totalement silencieux sur la question, la presse n'aura aucun sénateur dissident à citer. Bonne manière de surcroît de museler totalement la presse. Il continue avec la façon dont ça fonctionne, avec les journaux, la publicité, les intimidations, etc. Alors, si on accepte cela, et ça je pense que je pourrais développer, mais je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas le temps, c'est que fait-on, vu que l'arme, donc il y a l'arme de l'argent, mais ça on pourrait le dénoncer, un congressiste pourrait dire, mais mon adversaire est payé par une puissance étrangère, etc. Si la Corée, je ne sais pas, ou la Chine se met à payer des sénateurs américains, ça ne va pas marcher, ils seront dénoncés comme suppôt d'une puissance étrangère. Mais ce qui se passe, c'est que non, on ne peut pas le faire, parce que si on le fait, on passe à la moulinette de l'antisémitisme. Et la question, c'est pourquoi l'accepte-t-on? Pourquoi la population, les intellectuels, les hommes politiques, etc., pourquoi accepte-t-on ça? Et que devrait faire face à cela le mouvement de solidarité avec la Palestine? Alors, moi, quand j'ai commencé à être accusé d'antisémitisme, parce que je disais ce genre de choses, ma première réaction, comme tout le monde, c'était « je ne suis pas antisémite », ou bien il faut distinguer entre antisémitisme et antisionisme. Mais moi, je pense que c'est conceptuellement faux et tactiquement maladroit, et donc je vais essayer de réagir autrement. Je voudrais qu'on me définisse l'antisémitisme. Toi, tu as donné une définition, ok, c'est une définition, mais j'insiste sur la définition, et moi, je vais distinguer une autre façon de définir les choses, moi, je vais définir trois versions. Et antisémitisme, je veux dire anti-juif, je ne veux pas jouer sur les mots, dire on est arabe, on est sémite, etc. Non, appelons ça dans le sens français usuel du terme, donc hostilité aux juifs. Il y a l'antisémitisme politique, psychologique et légal, par visée légale, je vais expliquer. Je vais commencer par politique. Et ça, c'est très très important, et ça s'applique à tous les racismes, toutes les hostilités aux groupes, aux noirs, aux arabes, aux homosexuels, tout ce que vous voulez. Si vous êtes opposé à des revendications politiques qui sont portées par un groupe défini de façon ethnique, linguistique, religieuse, pour moi, ce n'est pas illégitime. Je vais prendre un exemple très simple. En Belgique, on a deux communautés. Vous avez, par exemple, supposons que vous soyez opposé au splitting de BHV, la partition de BHV. Et ça, c'est une revendication politique. Bon, c'est dépassé, mais bon, c'était une revendication politique. Pratiquement tous les Flamands étaient pour ce splitting, tous les partis flamands, apprenant l'opinion publique flamande, d'accord? Mais ce n'est pas raciste d'être opposé à cela. Parce que ce n'est pas parce que et bien que flamand est défini par les hasards de la naissance. Les gens naissent dans des familles où ils parlent flamand. Donc on peut dire, voilà, vous êtes anti-flamand, raciste, anti-flamand. C'est la même chose si vous dites, voilà, la Flandre doit être séparée de la Wallonie, et Bruxelles doit faire partie de la Flandre, aucun francophone ne va accepter ça, mais ça reste une revendication politique. Vous pourriez multiplier les exemples à l'infini. Et donc, moi je pense que c'est très important de distinguer entre des revendications politiques qui peut-être sont opposées par tous les représentants d'un groupe défini en termes ethniques et ce qu'on appelle le racisme. Tant que ça reste politique, pour moi ça reste légitime, même si la majorité des gens d'un groupe donné ne sont pas d'accord. Ça, c'est un truc très important. Parce que, évidemment,
il se peut que vous ayez des désaccords, par exemple sur la liberté d'expression, et moi j'en ai beaucoup, avec les organisations. Je pense qu'il n'y a aucune organisation juive qui serait d'accord avec moi sur la liberté d'expression, et les intellectuels comme BHL, etc., les intellectuels organiques ne le sont pas. Les juifs individuels, j'en sais rien, parce qu'on ne sait pas exactement qui est juif et qui n'est pas. On n'a pas de sondage fiable sur ce qu'ils pensent, ça, donc j'en sais rien. Mais même si 100% des juifs étaient en désaccord avec moi, pour moi, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est légitime d'être en désaccord avec une communauté définie en termes ethniques, religieux ou linguistiques sur des bases politiques. Et je ne vais pas dire que c'est antisioniste, parce que le sionisme réfère trop à Israël. Or, pour moi, la question, ce n'est pas Israël, c'est les raisons du soutien ici à Israël. Et pourquoi nous ne luttons pas contre cela? Parce que le Moyen-Orient, on ne va pas résoudre les problèmes du Moyen-Orient. C'est une illusion de croire qu'on va résoudre tous les problèmes du monde. On ne peut pas. Mais on pourrait au moins ici mettre les points sur les i, changer notre politique étrangère et changer notre attitude par rapport à Israël. Après, Israël fera encore ce qu'il veut. On ne va pas faire la guerre à Israël. Ils ont des armes atomiques, ils ont une armée, etc. Mais notre politique à nous, et le discours qui est tenu ici, ce discours de soumission constante à Israël, et en plus en Europe, aux États-Unis, à travers le soutien à Israël, ça, on devrait pouvoir en discuter, et même si, je ne sais pas si je ne pense pas que tous les juifs sont en désaccord là-dessus, mais même s'il était, ça n'a pas d'importance avec une question politique. Maintenant, il y a l'antisémitisme psychologique. Par là, je veux dire l'hostilité à un groupe défini par trucs ethniques, etc. Alors, là, c'est là qu'il va y avoir des problèmes, mais je pense que quand il y a des conflits politiques avec un groupe, l'hostilité psychologique suit. Elle n'est pas la cause, mais la conséquence de l'hostilité politique. L'exemple le plus simple, c'est la guerre. Les gens n'étaient pas seulement anti-nazis pendant la guerre, ils étaient anti-allemands. Et pendant la guerre du Vietnam, les gens n'étaient pas seulement contre la guerre du Vietnam. Ceux qui étaient contre la guerre du Vietnam avaient tendance, et je me rappelle très bien de cette époque, à être anti-américains culturellement. Les gens ont tendance à être anti-français pendant la guerre d'Algérie, etc., etc. Et dans la mesure où il y a un conflit avec toutes les autorités politiques, etc., au Moyen-Orient, qui est avec une communauté qui se définit, un État qui se définit comme juif, dont les représentants n'arrêtent pas de parler du judaïsme, etc., ou de l'identité juive, peu importe, comme fondement de leur État, ben, les gens deviennent antisémites au sens psychologique, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas tout ce qui est juif. C'est comme ça dans tous les cas. Et c'est comme ça en Belgique avec les Flamands et les Wallons. Peut-être que tout le monde est politiquement correct dans cette pièce, mais évidemment, si vous sortez de cette pièce, vous savez très bien que beaucoup de gens n'aiment pas les Flamands et vice-versa. Et donc, dès qu'il y a le problème pour moi, c'est que, et c'est comme ça avec les Noirs, avec les Arabes, avec les musulmans, avec toutes les minorités. Et le problème, évidemment, si vous me demandez maintenant si cette hostilité-là, ce racisme, si vous voulez, légitime, bien souhaitable, etc., la réponse est non. Et si vous me demandez s'il est évitable, la réponse est également non. C'est-à-dire qu'il n'est évitable que dans la mesure où le problème politique sous-jacent qu'il engendre est résolu. Ça, c'est le problème fondamental. Si nous étions libres de dire ce que nous pensons sur Israël, si nous étions libres de dire ce que nous pensons sur les organisations dites juives et leur intimidation, etc., alors le problème, à mon avis, disparaîtrait. Si vous voulez, c'est un peu comme l'anticléricalisme. Je pense qu'à une époque, l'Église avait un rôle très puissant et essayait de contrôler ce que les gens disaient, etc. Et il y a eu plus d'hostilité à l'Église qu'il y en a maintenant, où elle a moins ce pouvoir. Et là, dans les pays, les endroits où elle avait ce pouvoir, ben, elle suscitait une certaine hostilité. Et je veux dire, pour moi, il faut voir quelle est la cause et la conséquence. Je suis d'accord que la conséquence n'est pas légitime, mais moi je veux bien me limiter à l'hostilité politique, aux revendications politiques des organisations dites juives. Moi je ne tiens pas à généraliser, je suis d'accord avec tous les trucs, mais je dis que ça va être inévitablement le cas dans la plupart des gens. De même que je ne généralise pas sur les Flamands, mais les gens le font. C'est pas ma faute, moi je n'ai rien y faire. Et donc je prétends que le problème politique ne peut être... Alors finalement il y a ce que j'appelle l'antisémitisme à visée légale. Ça c'est aussi quelque chose de très important. Ce seraient des gens qui voudraient des discriminations, des lois, comme il y en avait pendant la guerre, contre les juifs. Et ça, il faut quand même souligner que non seulement il n'existe pas de telle loi, mais personne ne veut en établir. C'est quand même important, parce que des lois qui interdisaient aux Noirs de s'asseoir, faisaient aux États-Unis que les Noirs devaient s'asseoir dans l'arrière du bus, des lois discriminatoires empêchant l'accès des Juifs à certaines fonctions, des lois contre les homosexuels, des lois contre toutes sortes de minorités, le droit de vote refusé aux femmes, tout ça, ça existait partout en Occident, il y a 50, 60 ans, 100 ans, etc. Et donc, tout ça a disparu. Et c'est très bien que ça ait disparu. Il faut s'en rendre compte. Mais il faut se rendre compte, et ça c'est vrai pour tous les antiracismes, toutes les revendications de la politique identitaire, c'est qu'en fait, ils n'ont plus de revendications légales.
Parce qu'il n'y a pas de revendication légale, quand vous n'avez pas de loi à changer, s'il n'y a pas de loi discriminatoire. Quand il y avait des lois discriminatoires, mettons des lois réprimant l'homosexualité, vous pouviez vous battre contre ces lois. Sinon, qu'est-ce que vous revendiquez? Et très souvent, on voit ça dans le film, on revendique d'être aimé. On dit, nous aime pas. Mais enfin... Et vous croyez que tout le monde va s'aimer? Je veux dire, l'idée que les gens vont s'aimer, ça c'est une utopie totalitaire. Et l'idée que les gens vont s'aimer parce qu'on fait de la propagande sans arrêt, du prêchi-prêcha sans arrêt, comme le font toutes les organisations antiracistes, etc. Et qu'on n'arrête pas de dire aux gens, mais enfin vous devez vous aimer, vous devez lutter contre l'antisémitisme, etc. C'est de la folie furieuse, ça ne fait qu'augmenter l'hostilité. Alors, mon dernier point, qui est peut-être encore plus controversé que les autres, c'est que doivent faire les mouvements de solidarité? Alors moi j'apprécie beaucoup les efforts que vous faites, etc., quand vous faites de l'information sur la Palestine. Mais moi j'ai l'impression que cette étape est dépassée. C'est-à-dire qu'en 48, en 67, c'est vrai, en 67, les gens défilaient dans les rues en célébrant, même dans l'école ultra-catholique, on célébrait la victoire d'Israël contre la civilisation, contre la barbarie, etc. Et il y avait évidemment, d'abord il y avait des sentiments colonialistes beaucoup plus forts, il y avait la guerre froide qui identifiait avec Israël, il y avait toutes sortes de facteurs qui faisaient que des gens il y avait le petit David qui se battait contre le méchant Goliath arabe, etc. Et ça c'était l'fantasmagorie de l'époque, mais maintenant c'est plus le cas, moi je ne sais pas qui pense encore ainsi, à part effectivement le CCOJP, peut-être des gens comme ça, mais de nouveau, parlons de la majorité. D'accord? La plupart des gens à qui je parle sont tout à fait conscients de la politique israélienne, et tous vous disent, mais on n'ose rien dire. Et c'est parce que comme tout le monde n'ose rien dire, c'est pour ça que la situation ne change pas. Et donc je viens avec mon dernier slogan, ma dernière idée, qui est que ce à quoi on devrait travailler avant tout, plus que que l'information, c'est libérer la parole, ce que j'appelle libérer la parole non juive, sur la Palestine. Je n'ai pas dit sur autre chose, mais sur la Palestine. Alors ça, c'est des choses qui choquent, parce que les gens vont dire toutes sortes de trucs antisémites, etc. Mais moi, je pense que, premièrement, c'est évident que les gens ne sont pas libres. À propos de l'antisémitisme, par exemple, j'ai écrit un petit texte que j'ai envoyé à des amis, il y a longtemps, où j'avais dit, voilà, quand on accuse des gens d'antisémitisme, il faut définir ce qu'on entend par là. Définir ce qu'on entend par là. Prouver, au moyen de texte, pas de ragot, de dit, de culpabilité par association, prouver que la personne qu'on accuse est coupable au sens de la définition précédemment donnée, et troisièmement, permettre des droits de la défense qui doivent exister dans tous les cas. D'accord? Et qui, devant le tribunal de l'opinion publique, quand l'opinion publique est conditionnée à dire, ah voilà, antisémite, etc., alors évidemment, ça ne marche pas. Donc il faut que l'opinion soit ouverte à la défense. Ces trois points-là, j'ai envoyé ça à quelqu'un qui m'a répondu, si on pouvait signer de façon anonyme, beaucoup de gens signeraient. Ça, c'est l'état de la situation chez les non-juifs aujourd'hui. C'est que les gens sont d'accord, mais ils n'osent rien dire. Et pour moi, c'est ça ce qu'il faut faire sauter, ou de faire sauter le verrou de la culpabilité, ou de faire sauter le verrou de la peur. Alors, est-ce que ça veut dire que les gens vont devenir antisémites? Mais, à mon sens, non. Au sens de l'antisémitisme politique, c'est-à-dire l'hostilité, la critique des organisations juives, ici en Belgique, pas d'Israël, mais de la politique des organisations, la politique de censure, la politique d'interdiction de débat, etc. Oui, mais pourquoi pas? Je veux dire, c'est comme l'anticléricalisme. Vous pouvez être contre la chape de plomb que l'Église faisait régner en Italie, en Flandre, même en Wallonie, à certains endroits, etc., à l'époque de sa gloire, ou contre la censure d'un pays socialiste, ou d'autres choses comme ça. On a eu ces débats sur la censure dans toutes sortes de choses, dans toutes sortes de problèmes. C'était un pays musulman, sûrement. Je veux dire, c'est un problème, si vous voulez, mais pour moi, ça c'est le fond du problème. D'accord? Et tant qu'on ne s'attaque pas à ça, à mon avis, on ne s'attaque pas au fond du problème. Pourquoi l'Occident est-il comme ça, pieds et poings liés à la politique israélienne? Il n'y a pas de réel intérêt, il n'y a pas de grands intérêts. On pourrait faire du business avec le monde arabe, il est plus grand, on pourrait faire du business avec l'Iran, etc., etc. Et moi je pense que ce que j'appelle l'antisémitisme psychologique, l'hostilité aux juifs, si vous voulez, contrairement à ce que disent presque tous mes amis pro-palestiniens, elle augmente. Je ne suis pas d'accord qu'elle n'existe pas, elle augmente. Mais je prétends toujours qu'elle augmente à cause justement de ce verrou et de cette intimidation constante. Alors je peux donner un exemple, je vais peut-être terminer avec cet exemple-là, parce qu'on a parlé de Dieudonné. Mais ici j'ai un communiqué de l'AFPS, l'Association France-Palestine Solidarité, qui dit Dieudonné n'est pas le bienvenu à Besançon. Donc Dieudonné fait une tournée partout en France, et dans toutes les villes, on essaie de l'empêcher d'avoir une salle. Dans toutes les villes, il y a une salle, elle est archi pleine, et vous pouvez voir ça sur le web,
l'archipel, les gens font le geste de la quenelle, que je ne ferai pas parce que je suis bien éduqué, ils chantent Johanna, que je ne chanterai pas parce que je ne sais pas chanter, je suis bien éduqué, enfin bref, c'est vraiment la catastrophe, c'est la bérésina de la censure. Hein. Mais n'empêche, la FPS trouve utile de dire qu'il n'est pas le bienvenu, pourquoi? Parce qu'il est antisémite, donc il fait du tort à la cause, etc. Mais il ne se demande pas, par exemple, d'abord, je peux comprendre qu'il dise ça, mais pour moi, il devrait définir les lois qu'il y a, qu'est-ce qu'il pense des lois qu'il y a en France. Il y a des lois. Son spectacle n'est pas interdit à Paris. Pourquoi doit-il être interdit à Besançon, à Nice, à Montpellier, etc., alors qu'il n'est pas interdit à Paris? Il n'y a pas de loi qui interdit son spectacle, sinon il y en aurait. On pourrait l'interdire. Alors il faudrait faire un procès public, comparer avec d'autres formes d'humour, on aura un débat. Ça, on n'a pas. Ce qu'on fait, c'est des pressions indirectes sur les propriétaires des salles, sur les mairies, etc., pour empêcher qu'ils se produisent. Et pour moi, la première chose à faire, ah oui, j'arrive à Bruxelles. La première chose qu'on devrait faire face à cela, c'est protester, dire on s'en fout si on l'aime bien, on s'en fout si on est drôle, il n'est pas drôle, etc. Quels sont les droits des gens? D'accord? Est-ce que les gens qui sont taxés d'antisémitisme sont des êtres humains? Est-ce qu'ils ont des droits? Est-ce qu'ils sont des citoyens? C'est ça la question. Tant que vous ne défendez pas les droits de vos propres concitoyens, ça n'a pas de sens de défendre les gens en Cisjordanie. Vous devez défendre les gens, vos propres concitoyens, quand leurs droits. Alors vous pouvez changer, vous pouvez décider de la conception que vous avez du droit. Vous pouvez dire, voilà, il a été condamné, donc il ne peut plus travailler. Bon, ok, c'est ce qu'on dit tout le temps. Moi, je sais pas, il y a des pires criminels, une fois qu'ils sont sortis de prison, ils peuvent travailler. Mais bon, lui, on dit, il ne peut pas travailler. Bon. Quand il est venu à Bruxelles, ça c'est extraordinaire. Moi, j'ai des étudiants qui étaient là, ils ont fait sortir Manu Militari, la police a fait sortir les gens du spectacle. Au milieu du spectacle. La deuxième représentation, il fait 2 représentations, mais ça, il fait ça presque tout le temps parce qu'il y a trop de monde. Bon. Donc il a fait une représentation, une deuxième. La police a fait sortir. Il n'y a pas de trouble à l'ordre public, il n'y a rien. L'arbitraire le plus total. Le lendemain, dans les journaux, aucune protestation. Aucune. Personne ne dit, mais ces gens qui ont acheté le billet, ils n'ont pas le droit de voir ce spectacle. Ça ne peut pas être un crime contre l'humanité de voir ce spectacle, puisque vous pouvez aller à Paris le voir. Ça coûte plus cher, ça prend plus de temps, mais ça va être impossible puisqu'il se fait tous les jours à Paris. Enfin, pas tous les jours, mais 2 fois par semaine. Et donc, je veux dire, personne n'a réagi, sauf Moukouna sur le cycle d'égalité, ça vous dit, c'est vraiment un multimédia. Hein, bon. Alors, je veux dire, rien. Et tout le monde a dit, oui, il n'y a pas d'autorisation, mais vous avez une autorisation de me faire parler ici, vous avez demandé à la municipalité de Charleroi si vous pouvez me... Je veux dire, il n'y a pas d'autorisation préalable quand vous louez une salle, etc., sur les spectacles. Et donc, le problème, c'est ça, c'est que le fait que personne ne réagit, montre, et que évidemment le mouvement de solidarité ne réagit pas non plus, parce que tout le monde a dit, oui, mais il est méchant, il n'est pas bien, etc. Mais ben, ok, il est méchant. A-t-il des droits? Est-ce que vous défendez les droits des gens? Tant que vous ne défendez pas ces droits, vous acceptez qu'une minorité impose, par des moyens terroristes intellectuels, des moyens d'intimidation, sa volonté à la majorité. Et quand vous acceptez cela, vous acceptez qu'on passe un message à tous les hommes politiques belges, qui est, oups, touche pas à ce problème. Touche pas à ce problème, c'est trop dangereux. Et c'est ce que tout le monde se dit entre nous. Enfin, entre nous, juifs et non-musulmans, tout le monde dit ça. On ne touche pas à ce problème, c'est beaucoup trop dangereux. C'est ce qu'on me dit à moi. Touche pas à ça. On parle du capitalisme, parle du socialisme, parle de la révolution. On peut parler de la révolution, on peut parler de l'anarchie, on peut parler de tout ce qu'on veut, ça n'a aucune espèce d'importance. On peut dire qu'on va prendre tous les capitalistes avec les tripes des prêtres, ça n'a pas d'importance. Mais si vous touchez au conflit israélo-palestinien, à la liberté d'expression, à tout ce qui touche à ça, alors... vous êtes dans une situation difficile, et moi je pense que, malheureusement, même si moi je ne suis pas particulièrement proche de ce conflit, j'ai jamais été en Palestine, je ne suis pas attaché, si vous voulez, à ce conflit, je pense que, à partir du moment où des choses sont vraies, et qu'elles sont indicibles, il devient important de les dire. Je vous remercie.